Après l'accès aux données sensibles, très naturellement, vient l'accès aux données de santé. Et donc, nous allons avoir une table ronde qui est animée par Rémi Marquier, directeur des projets de données de santé au ministère de la Santé et des Solidarités. Et je lui passe la parole. Merci beaucoup et merci à tous et à toutes. Évidemment, merci aux organisateurs de cet événement. Merci de m'avoir invité. Enfin, les remerciements habituels. Donc voilà, dans la continuité de la précédente table ronde, donc là, on va s'intéresser à une catégorie particulière de données dites sensibles, les données de santé. Ça tombe bien, je travaille au ministère de la Santé. Donc, on m'a demandé de me charger de l'animation de cette table ronde. Donc, je suis ici avec donc Yves Vanderbroek, qui est directeur de recherche au CEA, Marie Zins, qui est directrice de la recherche de Constance, et qui est également professeur d'université en santé publique, et Hugues Berry, qui est directeur de recherche à l'INRIA et à l'INSERM, si j'ai bien révisé mes antisèches. Voilà, donc si on s'intéresse aux données de santé, donc elles sont sensibles donc, à double titre. D'une part, bon, ça, vous n'êtes pas sans savoir, ça concerne l'intimité de la personne, données de santé, et également parce que ça concerne absolument tout le monde. Je crois que personne ne peut dire qu'il n'a pas produit indirectement une donnée de santé dans sa vie depuis son plus jeune âge. Donc, données de santé, donc données sensibles veut dire données protégées, et pour autant, donc, comme elles doivent servir, enfin, il y a multiples usages aux données de santé. Le premier usage, c'est évidemment pour délivrer du soin, pour aider à suivre les parcours médicaux, et également, ça c'est ce qu'on appelle l'usage primaire des données de santé, et il y a également l'usage secondaire des données de santé, qui lui est dédié à la recherche, aux études, à l'évaluation de politiques publiques, et qui a également tout son intérêt. Alors ces données-là, cet usage secondaire, il peut être issu, c'est des données qui peuvent être issues du soin lui-même, comme de données administratives pour le suivi de remboursement de l'assurance maladie, ou de données qui ont été construites pour la recherche directement, par exemple dans le cadre de cohortes ou vis-à-vis d'études en population générale. Alors, donc, au niveau européen, on a essayé de mettre en œuvre un cadre harmonisé de traitement de ces données de santé, que ça soit sécurisé et en même temps ouvert pour les différents usages. Et le règlement européen sur l'espace européen des données de santé, voilà son nom, a été adopté en mars 2025. C'est tout récent. Et son adoption par les pays membres se fait à plusieurs échéances, la première étant mars 2027. Il y aura d'autres échéances en mars 2029 et mars 2031. Dans l'écosystème européen, donc le règlement EHDS, hein, pour l'acronyme anglais, European Health Data Space, il est à la jonction d'autres règlements qui existent, d'autres règlements et lois qui existent déjà. Donc le RGPD, je pense que tout le monde connaît, hein, sur la protection des données personnelles, qui est sorti en 2016. Au niveau du droit national, c'était application 2018 en France. Au niveau du droit national, la loi informatique et liberté, de son petit nom Lille, où il y a tout un chapitre qui est spécifique aux données de santé, puisque le règlement européen sur la protection des données permettait des marges de manœuvre aux États membres, tout comme le HDS, hein, d'ailleurs. Donc la loi française a introduit des dispositions supplémentaires pour le traitement de données de santé, en particulier pour l'usage pour la recherche. Et troisième règlement qui vient qui a une surface commune avec les autres, c'est le Data Governance Act, qui fait partie des Data Acts de l'Union européenne qui ont été mis en place là très récemment ces dernières années. Et celui-là concerne le partage des données au sens large. Donc, je vous parlais tout à l'heure usage primaire, usage secondaire. Sachez aussi qu'il y a des infrastructures qui sont prévues au niveau européen, à ne pas confondre. La première, donc pour l'interopérabilité des systèmes pour la délivrance de soins au niveau de toute l'Europe, qui s'appellera MyHealth@EU, et la deuxième pour les usages secondaires, qui s'appelle MyHealthData, ou données de santé @EU, qui seront voués à faire du partage transfrontalier de données de santé. Alors, bon, là, la liste est longue.
qu'est-ce qu'une donnée de santé? Je ne vais pas vous la lire en entier, hein, ce n'est pas le but, c'est juste pour vous dire que la définition est extrêmement large. Donc, tout en haut, vous avez ce qu'ils appellent les données provenant de DME, c'est les dossiers médicaux électroniques. Vous allez chez le médecin, il remplit un dossier médical, et donc ça se retrouve dans un DME. Donc ça servira. En bas, un peu plus bas, donc c'est au niveau de le point 16, donc on a des données de cohortes de recherche dont on va parler tout à l'heure, notamment avec l'intervention de Marie-Zins. Et un autre point intéressant, enfin deux autres points intéressants à noter, donc il y en a un, c'est sur les données administratives, le point 5. Donc là, on a ce dont Kamel parlait tout à l'heure, les données du SNDS, le Système national des données de santé en France. Donc toutes les données de l'assurance maladie et des hôpitaux. Et enfin, le point 2, le point assez intéressant pour les chercheurs, c'est tout ce qui pourrait avoir un impact sur la santé des personnes. Donc ça demandera pas mal de précision, je pense, parce que de ce fait-là, qu'est-ce qui ne serait pas une donnée de santé au sens de ce règlement européen? Donc pour utiliser les données de santé à des fins d'usage secondaire, il y a ce qu'on a le droit de faire, il y a ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on n'a surtout pas le droit de faire. Donc c'est très calé sur ce qui existait déjà en droit français. Hein. Donc ça ne sera pas une révolution au point de vue, du point de vue des finalités autorisées ou interdites. Du point de vue autorisé, bon, évidemment, il faut de l'intérêt public. Hein. Si vous voulez faire des statistiques, des rapports, de l'éducation, de la recherche scientifique, ça, aucun souci. Faire la politique publique non plus. Point de vue des finalités interdites, donc une qui est totalement reprise du RGPD, c'est que vous n'avez pas le droit de prendre une décision à l'encontre d'une personne sur la base de ces données. Vous n'avez pas le droit de faire de marketing, non plus d'opérations de marketing à partir de ces données. Hein. Bon, c'est dans le sens aussi, en particulier, le marketing ciblé. Et puis, évidemment, vous devez respecter toutes les règles d'éthique. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une gouvernance sur l'autorisation d'accès aux données de santé quand vous voulez faire un traitement de recherche. Alors, pierre angulaire du chapitre 4 du règlement européen, les ORAD. Alors, en anglais, ça se dit HDAB. C'est les organismes responsables de l'accès aux données qui ont un nombre de missions, on peut dire, incalculables, qui sont des infrastructures qui doivent... Alors, on peut en avoir, par pays, on peut en avoir un ou plusieurs. Ça, c'est laissé à l'appréciation des États membres. Mais s'il n'y en a qu'un seul, il a toutes ses missions. Donc, il doit récupérer les demandes d'accès aux données, autoriser, le cas échéant, cet accès, préparer les données, recueillir les données là où elles sont, les mettre à disposition dans un environnement de traitement sécurisé, donc typiquement de ce qui a été présenté tout à l'heure, ça, ce sont des environnements de travail sécurisés. Contrôler les outputs, établir un catalogue de données et de métadonnées et organiser la vie des données pour l'usage secondaire au niveau national. Également, il doit coopérer avec les autres ORAD d'autres pays pour ce faire. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe? Voilà, donc vous avez différents acteurs. Alors les DD, DD, ce n'est pas un prénom. Ce sont les détenteurs de données, sous-entendu santé. Vous avez les DDC à côté, qui en rajoutent une petite lettre pour dire détenteurs de données de confiance. Eux, ils ont le droit de mettre à disposition des données. Vous avez deux ORAD au-dessus, je vous ai mis, un qui possède des données, enfin qui peut collecter des données, et un autre, donc pour le cas où il y en aurait plusieurs. Et ici, dans mon exemple, c'est celui qui va autoriser l'accès aux données. Là, ici, en France, on se dirige pour l'instant vers un système où il y aurait une autorisation différente du détenteur. Mais alors là, je dis ça, il n'y a pas encore eu d'arbitrage, hein, c'est les discussions en cours. En dessous, vous avez les chercheurs avec leur environnement de travail sécurisé. Donc un chercheur fait sa demande à l'ORAD dit principal, en fait c'est l'ORAD coordonnateur, qui lui-même transmet à l'ORAD qui va autoriser l'accès aux données, il va étudier le dossier, et ensuite va donner une réponse à la chercheuse, ici en l'occurrence, pour savoir si elle peut travailler sur les données dont elle a envie. Pour les flux de données, donc les détenteurs de données, ils peuvent fournir des données à l'ORAD principal ou aux détenteurs de données de confiance. Ça dépend des contrats qui sont passés.
Et le détenteur de données de confiance, lui aussi, également, il peut évidemment donner à l'ORAD, principalement aussi quand on veut faire des appariements de données entre différentes sources. C'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de centralisé. Et enfin, donc, dernière voie, on a donc, ce que je disais tout à l'heure, les détenteurs de données tout court ne peuvent pas envoyer directement à un chercheur leurs données, parce qu'il faut répondre à tout un tas de cahiers des charges dont les critères ne sont pas encore établis, hein, c'est encore en discussion. Par contre, que ce soit l'ORAD coordonnateur ou les détenteurs de données de confiance, eux, ils peuvent mettre à disposition les données du moment que c'est bien dans un environnement de traitement sécurisé, tel que ça a été donné en détail par Kamel notamment tout à l'heure. Au niveau européen, donc, les ORAD doivent il peut y avoir une demande internationale, donc le chercheur fait appel à l'infrastructure européenne, qui va aller voir ensuite les différents ORAD pour réagréger au niveau européen les données et les mettre à disposition. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps pour l'introduction. Donc maintenant, je vais passer la parole ça sera après les questions. Je vais passer la parole à Yves, mais d'abord, juste pour dire le fil conducteur de cette table ronde, c'est pour moi de recueillir des éléments. Déjà, qu'est-ce que ça va vous apporter, enfin, selon vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, ce règlement européen? Parce qu'on n'a pas attendu le règlement européen pour, en France, partager des données de santé, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments français qui sont repris dedans. Bon, peut-être que vous aviez des difficultés déjà avant. Est-ce que ça va être un facilitant selon vous? Et puis après, quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les questions que vous vous posez? Et si vous avez des messages à porter, vu que je fais partie de ceux qui doivent mettre en place cette gouvernance, c'est le moment de les porter. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je suis tout oui. Et après, donc, je vous propose après qu'on prenne les questions dans la salle pour c'est ça, pour une certaine interaction et pour que la table ronde soit vraiment ronde. Voilà, donc Yves, c'est à toi. Merci Rémi, et merci aux organisateurs du comité scientifique ou toute organisation pour cette invitation et cette possibilité de parler un petit peu. Alors nous, ça va être, moi je sais pas si les diapos passent ou comment ça se passe. Est-ce qu'elles ont été intégrées? Alors, eux, ils ont réussi à mettre le masque. Donc, on avait discuté en préparatoire avec Marie et Rémi un petit peu. Moi, ce que je propose, c'est une vision un peu plus pragmatique, très terrain, c'est-à-dire le CEVA est un producteur de données, détenteur de données, comme tu as donné le terme, hein, pas forcément de confiance, mais les questions qu'on se pose en pratique, c'est une fois qu'on a des données, il faut les rendre accessibles, donc il faut de l'hébergement, il faut des services numériques, et on ne peut pas faire ça tout seul, donc c'est pour ça que j'ai mis ces 3 mots-clés qui me semblent assez importants dans la réussite de cette capacité à orchestrer le cycle de vie de la donnée de santé à des fins de recherche, donc l'utilisation secondaire dans le contexte. Alors ça, c'est juste pour rappeler, c'est pas une slide de publicité, c'est juste pour dire que le CEVA, vous avez une formidable présentation tout à l'heure sur la géophysique, mais on ne fait pas que le CEVA, c'est vu comme l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, etc. Il y a toute une activité sur un pan santé. Donc, on a une structuration des activités santé, donc qui est vue un peu à la croisée entre la technologie et la médecine, donc telle qu'elle est représentée sur ce schéma. On a toujours une vision matricielle au CEA. Et donc, c'est en application, sur des domaines d'application majeurs dans les domaines pathologiques, donc que ce soit sur les maladies cérébrales, le développement du système nerveux central, les maladies infectieuses, le cancer, et qui s'articule donc sur des développements technologiques. Ça va être un organisme de recherche technologique autour de l'imagerie médicale, les dispositifs miniaturisés, ça veut aussi dire des dispositifs médicaux de mesure, de logiciels embarqués, des choses comme ça. Et la chose qui nous concerne aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la multiomique. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, quand on dit multiomique, c'est les profilages moléculaires massifs à grande échelle et hautement parallélisés, donc sur des données moléculaires que sont les gènes, les non-codants aussi, les transcrits, les protéines, les métabolites, donc tout ce qui opère à l'échelle d'une cellule, et essayer de reconstruire un petit peu ce schéma pour extraire de l'information et gagner en connaissance. Donc forcément, qui dit ça, c'est massif, on est dans le big data, et si on veut faire du big data, il faut s'appuyer sur du numérique et de l'IT. Alors juste pour dire, voilà, c'est pas une activité majeure au CEA, mais c'est une activité importante puisqu'elle mobilise quand même plus de 1200 personnes qui sont dédiées à cette activité, dont la formation pour et par la recherche et des postdocs. C'est près d'1 000 publications par an, plus de 120 projets européens depuis 2016, et surtout dans le plan France 2030, et c'est là où la notion de partage de données revient au grand galop sur le CEA est partenaire de 2 instituts hospitalo-universitaires,
donc l'Institut du cerveau de l'enfant et le sepsis, et 6 PEPR, soit en tant que coordinateur, soit en tant que partenaire. Donc le CEA est très impliqué dans tous ces partenariats et aussi sur des startups, mais ça je ne détaillerai pas ici. Donc juste pour dire, voilà, le CEA finalement, quand tu listes toute la liste des données considérées comme des données de santé, bah, avec toutes ces plateformes qui sont représentées au niveau national, le CEA est un producteur de données en biologie santé, notamment en particulier dans 13 infrastructures nationales de biologie santé, dont 6 en copilotage. Donc c'est les infrastructures nationales de biosanté de la feuille de route du MESRI, du MSR, et des plateformes structurantes, donc c'est ce qui est résumé ici, donc dans 13 infrastructures nationales. Donc ça veut dire qu'on produit des données pour extraire de nouvelles connaissances, comme j'ai dit. Comme l'a rappelé Christophe au départ, si on produit des données, ben, on peut faire de l'apprentissage et alimenter des modèles d'intelligence artificielle à des fins prédictives, voire même construire des modèles de fondation. Bon, je ne montrerai pas d'exemple ici. Et ce qui est intéressant, c'est pour boucler, c'est bien de produire des prédictions, mais après, il faut pouvoir les valider expérimentalement. Et comme on a des dispositifs pour faire ça, on peut valider les prédictions issues de l'IA. Par exemple, une structure protéique est-elle vraiment telle qu'elle est réputée active ou prédite active dans tel système cellulaire ou avec tel principe actif ou drug discovery ou du design de nouveaux médicaments. Donc voilà un petit peu le panorama dans lequel le CEA s'inscrit. Et donc, quand on a des données de santé, bah forcément, il faut se poser la question, c'est ce que j'ai mis ici en exergue, mais tu le referas aussi, puis ça a déjà été assez dit finalement, tout ce qui est autour de la production et de la gestion de données. Quand je dis gestion de données pour la recherche en santé, c'est de la donnée de qualité. Si vous avez des données de mauvaise qualité, vous n'irez pas très loin, je pense. Il faut les rendre accessibles, interopérables, je crois qu'on l'a dit un certain nombre de fois, parce qu'on a des données qui sont d'informativité différente selon qu'on fasse de l'imagerie, de la génétique, de la omiche, ça ne renvoie pas au même type d'informations biologiques qui sont inscrites dans ces datas, à différentes échelles, qu'elles soient moléculaires au niveau d'une cellule, un tissu, un organe, etc. En termes de modalités d'acquisition, donc il y a des notions de métier. Quand on fait de l'imagerie, c'est pas comme quand on fait du séquençage au débit, c'est pas les mêmes compétences métiers. De la volumétrie, ça me paraît très important de le souligner. Et donc pour ça, il faut une infrastructure numérique pour pouvoir gérer ça, une ou plusieurs. Hein. L'enjeu étant ici de maîtriser le cycle de vie de la donnée, de son hébergement, jusqu'à son exploitation. Et alors là, ce qui nous intéresse aussi, où on se pose des questions, on est très pragmatique, c'est comment on satisfait aux exigences réglementaires que tu as rappelées au début pour l'utilisation secondaire de ces données. Donc on a 3 projets en cours au CEA pour la santé. On a un partenariat avec une infrastructure qui s'appelle le collecteur analyseur de données, qui est un GIP, qui est un des piliers du plan France Médecine Génomique, donc qui collecte dans le périmètre du plan France Médecine Génomique tous les génomes séquencés dans le cadre de la filière soins sur la base de préindications médicales, essentiellement maladies rares et cancers oncogénétiques. Et donc là, il y a tout un partenariat qui est en cours de construction pour reconstruire une machine recherche au service du cadre, donc il sera avec un hébergement sec fourni au très grand centre de calcul de Breuil-les-Châtel, évoqué précédemment. Un deuxième objet sur lequel je vais revenir, parce qu'il permet d'illustrer un peu les questions qu'on se pose et les problématiques, et comment on fait en pratique pour mettre ça en œuvre, c'est ce qu'on appelle le N4Brain, c'est-à-dire le numérique pour la recherche sur le cerveau, donc en partenariat avec nos camarades de l'INRIA et ou de l'INSERM. Et donc un troisième aussi qui est une infrastructure qui s'appelle eBrains 2.0, qui est un ESFRI, et où il y a aussi un enjeu pour l'instant, mais plus au niveau européen, qui discute, notamment dans sa nouvelle mouture, parce qu'il va y avoir un eBrain 3.0, c'est comment héberger les données, les mutualiser, les adosser à des supercalculateurs. Donc pourquoi eBrain, une infrastructure de service pour la recherche en neurosciences? C'est parce qu'il n'y en a pas au niveau national. Donc chacun fait comme il peut ou comme il veut ou comme il le souhaite dans son coin. Et à un moment, il faut quand même se poser la question. Il y a des projets dans France 2030, il y a des PEPR à l'échelle nationale. Donc PropSy, c'est sur la santé mentale, avec des données de neuroimagerie, de génétique et de clinique sont produits. Le PEPR santé numérique, le PEPR maladie neurodégénérative et l'IHU sur l'Institut Robert Debré du développement du cerveau chez l'enfant. Donc il y a un enjeu aussi de fédération des communautés recherche neurosciences. Donc une infrastructure est un bon endroit pour, en tout cas sur tout ce qui est méthodologique, tester ces développements IA et statistiques. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de méthodologies qui travaillent sur ces données. La capacité à utiliser ces données à grande échelle, ça j'insiste là-dessus. On fait des études populationnelles. Vous avez une base de données qui s'appelle UK Biobank en Angleterre, qui aujourd'hui a plus de 100 000 génomes à disposition, il va jusqu'à 1 million. Y compris des données aussi d'imagerie et d'IRM. Donc c'est comment on exploite ces datas de façon intelligente pour en extraire de nouvelles connaissances. Et bien sûr les enjeux de conformité, ça je le redis, RGPD, CNIL. Donc l'idée quand même de cette infra, si on a fini par discuter entre les différents partenaires de la communauté pour dire que ce serait bien de capitaliser sur l'écosystème existant. Donc il y a une infra de service
qui s'appelle le Centre d'acquisition et de traitement de l'image, qui s'appelle le CATI, donc qui est une UMS. Il y a des choses qui ont été développées à l'INRIA qui s'appelle le logiciel Chat Noir, qui est une plateforme pour l'ingestion de données d'imagerie et de l'orientation. Donc il faut mutualiser les ressources, ça a un coût. La personne du CSD l'a dit tout à l'heure, très modestement, mais le coût n'est pas si modeste, 1 million d'euros, c'est quand même une somme, sur des projets nationaux et européens. À la fois en équipement, avoir de l'équipement c'est bien, mais il faut aussi être en capacité de faire du support sur l'équipement. Ça a un coût, c'est toujours quelque chose qui passe sous les radars. Et puis il faut mettre des humains derrière ces machines. Les machines ne suffisent pas, en tout cas pas encore. Et puis bien sûr tout ce qui est communauté, des savoir-faire métiers, parce que quand vous traitez une donnée génomique, c'est pas les mêmes compétences que quand vous traitez une donnée de neuroimagerie et ainsi de suite. Donc ça vaut pour tous les domaines. Donc voilà un petit peu les défis. Ça, c'est pour le paysage des données, c'est juste pour dire, bah, voyez, vous avez des belles photos, donc on fait de l'imagerie anatomique, fonctionnelle, en imagerie de diffusion, en PET scan aussi, des EEG, donc de différentes typologies qui sont collectées au niveau du CATI. Donc le CATI, c'est une UMS avec la PHP, le CE, le CNRS, l'INSERM, la Sorbonne Université. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un catalogue de données qu'on veut pouvoir mettre à disposition pour une réutilisation. Alors, sur l'axe des X, hein, c'est l'âge, donc à différentes âges de trajectoire de vie des personnes. Donc, ce sont des cohortes donc, qui vont jusqu'à d'études sur le vieillissement, qui ont plusieurs thématiques. Hein. J'ai parlé de la santé mentale, j'ai parlé des désordres, j'ai parlé de tout ce qui est maladies neurodégénératives, et à différentes tailles, ça c'est important, puisqu'on va de 1000 jusqu'à 100 000 dans les échelles, et en agrégeant aussi, par exemple, des bases de données publiques, comme celle qui est aux États-Unis, ABCD, et qui est encore disponible. Voilà. Donc les services de données, c'est très important. J'ai mis juste un truc en emphase, c'était après avoir discuté avec Marie, et tu as raison, il y a un enjeu autour des gestions et des métiers de la donnée au CATI aujourd'hui pour faire tout ce qui est listé ici, c'est-à-dire de l'acquisition, la collecte, le contrôle qualité, le partage sécurisé. En bas, vous voyez, il y a tout un processus de réannotation, d'harmonisation des données. Si elles sont acquises sur des machines différentes, il faut les unifier, il faut recalibrer. Ceux qui sont dans le métier, ils connaissent ça bien, donc c'est vraiment une vision très terrain. Et puis il y a un truc sympa aussi, ça c'est plus pour les pilotes de la base de données, donc c'est pouvoir faire du data monitoring régulièrement, voir un petit peu l'activité, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on pourrait développer comme service supplémentaire. Ça occupe plus de 12 personnes mobilisées, rien que sur l'aspect data management. Donc je ne mets pas le côté IT, administration système, etc. Donc ça c'est important comme information, je pense, ça renvoie au métier de la donnée. Donc ça, c'est le cycle. Alors pourquoi on a fait une ForBrain ? Le cycle, on fait l'effort de travailler sur le cycle de la donnée. Donc ça, c'est les patates, c'est les différentes étapes qu'il faut garantir, notamment la partie conservation, la valeur patrimoine des données. Ce qui est important, c'est juste les étiquettes autour de ces différentes étapes, c'est on met les services qu'on veut y adosser. Et donc il y a des choses sur lesquelles elles sont acquises et dans la communauté, des choses qu'on souhaite mutualiser, puis des choses sur lesquelles il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure, notamment en termes de postes de travail déportés, la partie réutilisation, est-ce qu'on peut soumettre des projets, l'accompagnement, ça c'est des choses qu'il va falloir développer. Donc c'est pour ça qu'est née l'idée ForBrain. Et donc c'est une offre de service. Alors le schéma n'est pas un schéma d'infrastructure, un schéma IT, ni un flux de données, donc ne soyez pas critiques, soyez indulgents. Je crois que j'ai entendu tout à l'heure, oui, ça rend humble ce genre d'épreuve, la recherche donc sur la donnée. Et donc ce qu'on veut comme type de service, donc avec nos collègues de l'INSERM INRIA sur quoi on discute, c'est tout ce qui nous permet d'accéder au catalogue via des espaces sécurisés, ça c'est très important, on n'y échappera pas. Le service aux données, alors là on est vraiment dans le domaine de la neuroimagerie et de l'IA. Donc harmonisation, indexation des collections, le QC, les procédures standards, la vérification, les analyses statistiques, les environnements logiciels, métiers. Voilà, il y a tout un listing, c'est un petit peu la liste au Père Noël, et c'est tout ce qu'on essaye de mettre dans le cahier des charges et comment on le développe en termes de fonctionnalité, et puis après en termes de spécifications techniques. Il y a un truc important donc dans les services, c'est de pouvoir être capable de faire l'interconnexion sécurisée avec d'autres ressources. On n'est pas seul dans l'écosystème, et je pense que donc là il y a des choses avec le cloud HDS INSERM parce il est différenciant sur sa certification HDS, il offre des possibilités de couplage ou d'appariement, typiquement peut-être avec le CASD ou les données donc on dit plus le HDH, on dit la PDS ou le CAD ou les établissements les données de soins, données de santé, donc les entrepôts de données de santé, ce qu'on appelle les EDS. Et il y a un enjeu important, c'est tout ce qui est le capacitif, c'est-à-dire le calcul haute performance. Donc il faut à la fois du CPU, mais aussi être capable de développer des piles logicielles qui tournent sur du GPU, du stockage capacitif. Donc là, on n'est pas sur des flat files, on est sur des choses assez massives. On est de 2 à 5 pétaoctets. Actuellement, au CATI, il y a plus de 2 pétaoctets chauds.
Donc il y a l'équivalent en backup et en archivage. Donc il faut se mesurer ça. Donc le pétaoctet, hein, c'est 1000 téraoctets. Et bien sûr, tous les enjeux de maintenance infra. Donc, il y a les enjeux réglementaires, je vais aller très vite. Nous, on n'est pas dans le contexte, on s'est volontairement pas mis dans le contexte HDS parce qu'on ne l'a pas demandé. Et que pour l'instant, donc on va pas être plus réaliste que le roi, on va pas se mettre des nœuds au cerveau. On a pris en fait, on se fait accompagner par la CNIL, on discute régulièrement, puis on a un super délégué à la protection des données, ce qu'on appelle un DPD. Et donc, on se situe un peu dans le schéma de aucune formalité, mais obligation de démontrer la conformité aux exigences du RGPD, donc ces petits cadres bleus en bas que vous voyez. Donc ça veut dire passer par une AIPD. Donc on s'est collé avec le référentiel de la CNIL. On a un document master de l'AIPD que nous fournit la CNIL, hein, adapté aux données de santé. Donc on a fait le check, hein, il y a la récolte documentaire. Toutes ces choses-là, il faut savoir les faire. Donc ça demande aussi du temps administratif. Ceux qui se sont cognés voient bien ce que ça représente. Il faut être capable après de mettre en place un portail de transparence. Ça c'est important, c'est le droit à l'information auprès des volontaires et des cohortes. Donc on n'est pas sur le patient, on n'est pas sur un retour vers le soin, on est sur une utilisation. Donc c'est une utilisation secondaire, il y a un volet particulier où vous consentez à ce que vos données soient utilisées à des fins de recherche. Donc il faut donner toujours l'information au patient pour qu'il puisse exercer son droit d'information, mais aussi son droit de retrait, son droit à l'oubli. Enfin la rédaction de l'AIPD et puis bien sûr les enjeux d'homologation du système d'information. Donc je termine. Comme tu as ouvert le débat, moi je réenchaîne comme on l'avait prévu sur le règlement EDS et la table ronde. Donc, tout ce que je vous ai raconté se passe dans des ONR, avec le CNRS, avec l'INSERM, enfin les producteurs de données, il n'y a pas que le CEA. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a fait un constat quand même, c'est que le CEA n'est pas un établissement de soins. Donc, les données de santé générées en recherche, elles sont distinctes des données produites dans les établissements de soins pour un certain nombre de raisons. La vocation n'est pas la même, la finalité n'est pas la même, c'est très important. L'origine et la nature des données n'est pas la même. Donc la propriété associée n'est pas non plus la même. Donc ce sont autant d'éléments différenciants qui pour nous conditionnent les modalités d'accès. On a eu des discussions avec une mission flash de l'IGSR sur la mise en place de l'ORAD. Voilà un petit peu les retours qu'on a pu faire monter. Et les éléments différenciants, d'un point de vue volumétrique, on n'est pas aussi massif que dans les hôpitaux. On est moins massif, mais on est hautement qualitatif parce qu'il y a des protocoles harmonisés. Les gens discutent en amont quand ils font une cohorte. On se met en phase, on calibre. Donc il y a tout un effort de curation qui est fait, que j'ai montré précédemment, dans l'acquisition, dans la réannotation, donc pour maintenir la donnée vivante et la faire évoluer, ce qu'a dit Christophe au départ. Les protocoles sont harmonisés et bien sûr les financeurs ne sont pas les mêmes. Donc nous, les questions qu'on a ou les points d'attention, enfin, ou sur lesquels on réfléchit, c'est comment on instruit les spécialistes des données de recherche au sein d'un futur ORAD au niveau national. Est-ce qu'il faut une partie qui soit spécifique à la sphère recherche? Comment on se fait entendre aussi les besoins? Quand je dis nous, c'est pas ceux qui mettent en place, c'est aussi ceux qui utilisent pour qu'ils s'y retrouvent. L'impact sur la redevance, les coûts de curation associés aux données sont importants. Vous avez vu, il y a 10-12 personnes qui font ce travail de collecte, d'harmonisation, de nettoyage, de structuration, d'enrichissement et de maintien. C'est tout ça la curation. Donc des données produites. Et comment on valorise les métiers autour de ces fonctions, parce qu'il y a 12 personnes, mais les 3/4, ce n'est pas des permanents. Et les détenteurs de données, est-ce qu'on va vers un statut du détenteur de données de confiance au niveau des ONR et des plateformes de production? Et ça, c'est pareil, une question ouverte, je n'ai pas la réponse. Voilà, je vous remercie. Super, merci, merci Yves. Donc, je retiens, oui, donc il y a des données quand même assez différentes pour des finalités assez différentes et puis massives, notamment en imagerie médicale et en génomique, oui. Pardon, avec des compétences assez particulières pour traiter toutes ces données, des compétences qu'on voit, enfin, dont on ne pense pas forcément au premier abord. Et là, je crois que ça fait un peu la transition avec ce que Marie voulait nous exposer au travers de la corde constante. Marie, c'est à toi. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, je vais rentrer un petit peu plus les mains dans le cambouis en parlant un petit peu de la cohorte Constance, donc, qui a été mise en place avec, vous voyez, toutes les tutelles qui sont impliquées dans le comité de pilotage. Alors, quand on a mis en place la cohorte Constance, on essaye de la mettre dans un concept qui s'appelle une approche vie entière de la santé et de ses déterminants, qui se base sur le fait que quand on a un pépin de santé en vieillissant, une maladie chronique ou même quand on a une démence, c'est pas ce qu'on a fait les 3-4 ans précédents qui ont un impact sur la survenue de cette pathologie, mais bien tout ce qu'on a vécu pendant toute notre vie et le fait de pouvoir étudier tous les déterminants de la santé. Alors tous les déterminants, on les a classés là sur différentes classes. Vous voyez que dans les déterminants, il y a toute la partie génétique, sexe, biologique. Il y a aussi tout ce qui comporte l'individu sur ses comportements, l'alimentation, la consommation de tabac, alcool.
Il y a tout ce qui concerne son environnement, l'environnement social, l'environnement professionnel et l'environnement aussi, ce qu'on respire, la pollution, le climat, tout ça. Et puis, il y a naturellement tout ce qui est l'accès aux soins. Et l'avantage d'étudier ça en longitudinal sur une longue période, ça nous permet de regarder l'accumulation de ces facteurs de risque dans le temps qui peuvent avoir un impact sur la survenue d'une pathologie, mais aussi l'interaction à un moment donné. Alors Constance est une cohorte généraliste en population, c'est-à-dire on n'a pas voulu travailler sur une pathologie particulière, mais sur la santé en général, à la fois avoir une maladie, mais aussi sur l'état de santé perçu, aussi le bien-être, et puis sur les facteurs de risque de cet état de santé. Donc c'est une cohorte, c'est une infrastructure qui s'appuie sur une cohorte de 220 000 volontaires et de 450 000 témoins, et donc qui est destinée à servir de plateforme au service de la recherche. On a monté Constance dès le début pour pouvoir partager les données et aussi donner accès aux volontaires, aux chercheurs qui voudraient recueillir des données supplémentaires qui ne sont pas au catalogue. Et de façon à contribuer à de nombreux domaines de recherche, donc j'ai eu la surveillance épidémiologique, les effets indésirables des médicaments à long terme, de pouvoir travailler sur les biomarqueurs, etc. Et donc, pour ce faire, comment on fait? Et donc, on recueille des données de santé et auprès de différentes sources que je voudrais un petit peu détailler parce que ça vous montre un petit peu effectivement, l'ampleur de ce que c'est que ces données de santé, parce que ce ne sont pas uniquement des données sur la santé, sur la maladie, ce ne sont pas uniquement des données personnelles, par exemple consommation de tabac et d'alcool, mais ce sont également des données non personnelles, mais qui peuvent intervenir dans la survenue d'un problème de santé. Donc, on collecte les données sur différentes sources. Tout d'abord, les volontaires sont inclus dans un centre d'examen de santé de la sécurité sociale où ils ont un examen de santé qui est monitoré pour pouvoir assurer la qualité de ce recueil. Les volontaires répondent également à des questionnaires tous les ans, Internet ou papier. On a mis en place une biobanque à partir des prises de sang et des examens d'urine faits dans les centres d'examen de santé. Et actuellement, on est en train de génotyper 100 000 volontaires. On apparie bien évidemment ces données avec des bases existantes. On a déjà parlé du système national des données de santé. On a un peu moins parlé de la base de la Caisse nationale de vieillesse qui recueille toutes les trajectoires sociales et professionnelles pour pouvoir calculer les pensions de retraite. Actuellement, on pense à apparier avec les bases de Fideli, donc tout ce qui est autour du patrimoine et du logement. On vient d'apparier aussi avec la base nationale du bâtiment. Donc on essaye d'avoir un maximum d'informations sur les volontaires. On est en train de travailler également sur une plateforme environnementale pour pouvoir appareiller toutes les données de géocode. On géocode de façon prospective toutes les adresses et on a recueilli pour 100 000 personnes les adresses depuis la naissance. Tout ça, c'est géocodé et on appareille avec tout ce qu'on peut appareiller en termes de données de contextuel, en termes de données de pollution atmosphérique, etc. Et on fait la même chose pour tout ce qui est les épisodes de carrière. Et là, on appareille, on a codé ces épisodes de carrière. Il y en a 700 000 quasiment à la main. Et on va apparier avec des très grandes bases de données qui donnent pour un emploi donné des probabilités à des expositions professionnelles. Et puis, donc, je vous ai dit que les volontaires, les chercheurs pouvaient avoir accès aux volontaires pour recueillir des données supplémentaires. Et à toutes les données supplémentaires, elles reviennent à la cohorte Constance. Et puis tout ça, donc, il y a des enjeux énormes, naturellement, de documentation, puisque tout ça, ça doit être réutilisé maintenant. Mais la cohorte, elle a une autorisation de 30 ans, donc ça doit être utilisé maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, et on espère encore plus. Donc il y a des enjeux de documentation qui sont vraiment importants, puis des enjeux de sécurité, et on travaille effectivement avec le CASD. Je voulais vous montrer juste ça pour montrer que dans ces gros paquebots, on a l'impression que ces cohortes et des gros paquebots qui ne sont pas agiles, etc., etc. En fait, c'est très agile. On l'a montré pendant le Covid, on a monté des enquêtes extrêmement rapidement. Et là, pour montrer qu'on est en train de mettre en place avec l'IHU-CAN le premier atlas d'imagerie cardio-métabolique avec les équipes de la Pitié et les équipes de Saint-Antoine. Alors, les données de santé, quand on voit tout ça, quelle réflexion on peut avoir sur la particularité des données de santé? Donc pour nous, on les utilise comme des communs qui sont là pour améliorer la santé des populations. Tout d'abord, comme on l'a dit déjà à maintes reprises, c'est des données sensibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, responsables de ces cohortes? Ça veut dire qu'il faut respecter le droit des volontaires. Et donc, c'est-à-dire les informer en permanence de ce qu'on fait, leur donner le droit d'opposition, leur droit d'effacement, etc. Donc, on fait tout ça, bien évidemment. On a d'ailleurs une association des volontaires qui nous aide à le faire et on a un site de transparence. Et puis, il y a tout ce qui est autour, effectivement, de la sécurisation des données, donc, parce qu'on ne peut pas, effectivement, donner
accès comme ça aux données. Il y a, donc on a vu qu'il y avait une définition très large du champ des données de santé et donc des données complexes et multisources. Et puis il y a donc des enjeux de gouvernance de données qui sont très importants. Il y a des enjeux de qualité qui sont absolument fondamentaux. Et la qualité de données complexes qui sont multisources, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça fait appel à des experts pour lesquels on ne connaissait pas vraiment. Donc ça va, si c'est des données de spirométrie, on va voir un pneumologue, cardio, on va voir le cardiologue, mais il y a des données beaucoup plus compliquées, comme par exemple, je vous ai dit, on va essayer de travailler sur les expositions professionnelles chimiques, et bien là, on a fait affaire avec des hygiénistes industriels. Il y a des enjeux d'interopérabilité, on a dit, et en santé, l'interopérabilité, elle est compliquée, surtout l'interopérabilité sémantique, parce qu'avoir un cancer du poumon, ben, ça ne veut rien dire. Selon que c'est le volontaire qui dit j'ai un cancer du poumon, et souvent il ne le sait pas, d'abord c'est un primaire, c'est une métastase, il ne le sait pas, son médecin qui dit il a un cancer du poumon, d'accord, et puis les données qui viennent des ALD, parce qu'il est remboursé par un cancer du poumon, ça vient de l'ANAPAD, ça vient d'une donnée d'hospitalisation, tout ça. Et ça, ce sont des données qu'on ne peut pas rendre interopérables. Par contre, ça va avoir des enjeux dans la documentation, il va bien falloir faire attention à ce qu'on documente. Le problème, c'est que voilà, la qualité dans les données de santé, c'est une exigence fondamentale parce que si on se trompe, les conséquences, elles peuvent être désastreuses d'un point de vue sanitaire et économique, surtout quand une grande cohorte comme Constance sur laquelle s'appuient les ministères pour définir des politiques de santé publique. Mais il faut bien le dire, et j'insiste, c'est souvent un travail invisible. Parce qu'une fois qu'on a les données, franchement, les chercheurs, ils ne viennent pas de me demander comment tu as collecté cette donnée. C'est un travail invisible et qui est absolument fondamental. Le partage de données, nous, on le fait en permanence. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a mis en place Constance. Et donc, j'insiste, c'est un partage de données accompagné. 3000 variables au catalogue. Avec les métadonnées, il y en a à peu près entre 7000 et 8000 données au catalogue. Il faut accompagner les chercheurs pour la meilleure utilisation de nos données. Donc, un chercheur, il veut déposer un projet, il me contacte, c'est OK, c'est pas OK, il dépose sur une plateforme, il y a la première évaluation, et j'insiste beaucoup, ce n'est pas qu'une évaluation scientifique, c'est avant tout, avant l'évaluation scientifique, une évaluation technique. Oui ou non, Constance peut répondre à ton projet. Tu as demandé ça comme variable, mais tu sais qu'il y a aussi tout ça. Donc, on accompagne les chercheurs à déposer un projet et à mieux utiliser les données de Constance. Après ça, il y a les données, il y a l'autorisation réglementaire. Après ça, les données, elles sont mises à disposition au sein d'une bulle sécurisée du CASD. Il y a un coût d'accès qui est annoncé dès le départ avec le chercheur, parce que bien évidemment, tout ça aussi, il y a un coût. D'autant plus qu'on nous demande de partager les données, mais que ne s'est jamais mis quand on demande nos budgets au ministère, à l'ANR, tout ça, c'est jamais on nous demande de partager, mais tout ce travail autour du partage n'est pas pris en compte dans nos budgets, et donc il faut que ça soit payé. Donc il y a une charte, un accompagnement, un comité scientifique, des démarches réglementaires, une intervention d'INSERM Transfert pour les démarches venant des organismes privés et une association des volontaires qui est toujours là pour vérifier si tout ça, ça leur plaît bien. Alors tout ça dans l'espace européen des données de santé, qu'est-ce qu'on peut en penser quand on est responsable de Constance? Alors d'abord, c'est un projet ambitieux qui est quand même unique au monde, il faut quand même le remarquer. C'est extraordinairement ambitieux. Ça favorise la visibilité à l'international de nos bases qui de toute façon sont sous-utilisées, et ça, il faut bien le dire aussi. Donc tout ça, ça nous laisse un potentiel pour une meilleure utilisation de nos données et puis également pour créer des collaborations qui est tout à fait intéressant. Alors, j'ai mis des opportunités, mais aussi 3 points de suspension. Et les 3 points de suspension, alors il y en a un petit peu plus que dans les opportunités, mais j'insiste beaucoup. Nous, ce dont on a peur, c'est qu'on parle de catalogue de données, on parle d'entrepôts, on parle de redevances. Non, nos cohortes ne sont pas des entrepôts Amazon. Nos cohortes, ce sont des projets scientifiques. On dit qu'on est producteur de données, on n'est pas des producteurs de données. Nous sommes des scientifiques. Pour chacune des questions, nous avons réfléchi à quel type de questions scientifiques ça pouvait répondre. On ne donne pas de la donnée de gestion. C'est de la donnée scientifique pour des projets scientifiques. Et donc, si on commence à penser qu'il y a juste un catalogue et puis que les chercheurs vont dire « Ah ben moi je veux cette donnée, je veux cette donnée, je veux cette donnée, refilez-moi les... » Mais ça ne va rien donner. Il faut cet accompagnement, il faut respecter ça. Il faut respecter le savoir-faire des cohortes, notamment comme Constance, mais je ne suis pas la seule, et peut-être nous donner un statut de détenteur de données de confiance, on pourra en reparler. Mais aussi, et j'insiste à chaque fois que je parle là-dessus, protéger les chercheurs qui ont investi toute leur vie pour mettre en place des bases de données, des cohortes
Et du jour au lendemain, on leur dit, ben, il y a le règlement européen, maintenant il faut que tu mettes à disposition toutes ces données. Dans Constance, par exemple, il y a des chercheurs qui travaillent sur les problèmes des maladies neurodégénératives. Ça fait des années qu'ils nous ont dit il faut mettre ces variables-là, parce que quand ça va arriver, on va peut-être voir si ce sont vraiment des facteurs de risque. Et le jour où ça arrive, il va falloir transférer toutes les données à toutes les équipes internationales qui vont vouloir travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut protéger ces chercheurs avec des droits d'embargo, il faut réfléchir pour le faire. Il y a la valorisation de ce travail invisible, si fondamental, de tout ce qui concerne la qualité des données, tout ce qui est le pré-traitement, la documentation. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on élabore des critères de qualité des cohortes et de leurs données. Actuellement, dans les PNR, dans les PEPR, on met des dizaines de cohortes pour pouvoir faire des analyses. On ne connaît pas la qualité de ces cohortes. Certaines n'ont pas de catalogue des données et on ne sait pas. Donc, ça serait bien qu'on élabore des critères de qualité des cohortes, quitte à ce que les cohortes qui ne sont pas atteintes des critères de qualité puissent s'améliorer. Il faut reconnaître absolument le travail par des postes pérennes et non des successions de contrats à durée déterminée. Dans mon équipe, il y a un seul statutaire. Tous les autres sont des contractuels et certains qui sont renouvelés depuis 10 ans. Excusez-moi, c'est un tout petit peu, c'est du vécu. Et puis la redevance, bien évidemment, il faut que la redevance, elle soit à nous, savoir nous combien ça coûte, et pas que ça soit le ministère qui dit, ben voilà de combien est la redevance. Il faut que ça soit du vécu et qu'on nous demande à nous combien ça te coûte, toi, ce problème de qualité et la mise à disposition des données. Et puis il y a une partie aussi qui est un tout petit peu préoccupante, c'est la régulation des demandes du secteur privé. Quelle sera notre possibilité de refuser certaines demandes ? Quand un industriel va demander des données à un ORAD et que l'ORAD nous dit « tu dois le mettre à disposition », quelle va être à nous notre possibilité de dire non ? De dire non à l'industrie du tabac, de dire non à l'industrie de l'alcool, de dire non à d'autres industriels, notamment polluantes, parce qu'on a nous, on a des données exceptionnelles autour de tout ce qui est pollution, tout ça. Et ben non, je ne suis pas sûre que je vais donner mes données à Total. Et donc tout ça, c'est extrêmement important. J'insiste beaucoup sur le fait, et c'est ma dernière règle, que les données de santé, c'est vraiment un patrimoine immatériel. Il doit être partagé, y compris avec les privés. Aucun problème. Nous, dans Constance, on doit avoir 7-8 partenariats privés mis en place avec l'industrie transfert. Mais en aucun cas, ces données ne peuvent être privatisables. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. C'était hyper intéressant. Et puis, c'est bien sur la fin. On sent qu'il y a des messages à faire passer. Moi, je retiendrai la métaphore Amazon. Si tu veux bien, je la ressortirai. Propriété intellectuelle, je te citerai. Donc sinon, on revient sur le problème de l'invisibilisation du travail de préparation des données. Et également, dont je retiens ce phénomène, même si dans le règlement, il y a comme finalité interdite, justement, ce que tu dis de certaines industries, au sens où on ne doit pas aider quelque chose qui ferait du mal à quelqu'un. C'est d'autres termes qui sont utilisés dans le règlement. N'empêche que ça mérite de mettre l'accent dessus pour peut-être rajouter des garde-fous par rapport à ça, quoi. Donc, à creuser encore une fois. Donc voilà, on va cette fois réélargir un petit peu la focale avec Hugues. Si tu nous as parlé de les différents types de données de santé, parce qu'il y a des données de cohorte, des données qui sont dédiées à recherche, puis il y a des données issues du soin également. Donc voilà, je te laisse faire ton exposé. Oui, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de transparent, moi, je suis désolé. Je vais essayer, puis ça va être rapide. Non, moi, je voulais en fait abonder complètement dans ton sens sur le sujet pour bien vous dire que je crois qu'il y a en France une spécificité sur les données de santé qui est vraiment probablement très française. Et du coup, comme elle est très française, elle est, je pense, elle a été assez peu prise en compte dans le règlement européen des données de santé. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc, cette spécificité française, c'est que depuis très longtemps, on a une tradition en épidémiologie en France qui est très forte. Ça veut dire qu'on a beaucoup de cohortes de recherche, comme celle que tu viens de mentionner. Alors, des cohortes de recherche, chez nous, en France,
Il y en a beaucoup, beaucoup. Et alors, leur taille, c'est vraiment une distribution qui a une queue lourde. C'est-à-dire que la plupart on a beaucoup de cohortes. La plupart, elles sont très petites. Elles sont dans les CHU. Et puis, une cohorte dans un CHU, c'est monocentrique, c'est que le CHU. Et c'est peut-être 200 patients, 300 patients. Et puis, on a toute la gamme du nombre de patients jusqu'à des grandes cohortes en population générale, comme Constance, qui est notre plus grande cohorte. Là, on est à 200 000. Vous voyez, 200 000, il y a 3 ordres de grandeur. Et puis entre les deux, il y a toutes les cohortes qui sont multicentriques nationales pour des maladies qui sont généralement un peu fréquentes, type Parkinson. NS-Park, Parkinson, c'est 7000, je crois, patients. Des cohortes sur l'hépatite B et C, comme Hépater, c'est plutôt 20 000. Donc voilà, 200 à 200 000. Et ça, c'est une recherche absolue. C'est une recherche incroyable. Et je crois qu'on n'a pas vraiment ça dans d'autres pays européens. On l'a bien, par exemple, on a parlé déjà de UK Biobank, qui est un petit peu l'équivalence d'une cohorte en population générale, qui est très connue, mais il n'y a pas cette richesse qu'il y a chez nous. Or, ces données qui ont été faites pour la recherche, elles sont très différentes des données hospitalières. L'autre grand type de données pour la recherche, c'est l'utilisation secondaire des données des hôpitaux. Hein, l'idée, c'est vraiment très simple. Lorsque vous allez à l'hôpital aujourd'hui, pour des questions de réglementation, dès que vous séjournez à l'hôpital, votre séjour est codifié par des codes de diagnostic, par des codes, tout ce que on va vous faire comme examen est codifié. Et toute cette base-là, elle est bien sûr produite pour la recherche, pour le soin, mais elle peut être réutilisée pour la recherche. Et c'est ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé. Alors bien sûr, là, on est sur des entrepôts de données de santé, ça concerne tous les patients de l'hôpital. Par exemple, pour la PHP, là, on n'est pas sur 100 ou 200 patients, on n'est même pas sur 200 000 patients, je suis désolé. Là, pour la PHP, on est sur 19 millions de patients. Donc d'un côté, on a bien sûr ces données, ces cohortes qui ont entre 200 et 200 000, et puis les entrepôts de données de santé qui, pour les plus gros, parce que la PHP, c'est le plus gros, ont jusqu'à plusieurs millions. Donc, bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes données, mais la qualité des données, ou en tout cas ce qu'on y a dedans, est très, très différente. Comme il a été dit jusqu'avant, lorsque vous faites une cohorte, eh bien, vous allez prévoir un protocole scientifique précis. Là, vous allez dire, là, mon patient, tout patient qui va arriver, ou mon volontaire qui va arriver, je vais lui faire, je ne sais pas, une IRM à son entrée, et puis au bout de 2 jours, je vais lui faire un dosage sanguin avec ABCD, etc., en termes de protéines qui vont être... Et vous êtes de garantir que tous les patients vont avoir ce même protocole. Parce que vous allez le faire, et puis parce que vous allez le vérifier à la main. C'est pour ça que ça coûte très cher. C'est parce qu'il faut vérifier à la main que les données sont très bonnes. De l'autre côté, si vous regardez les données de santé qui viennent de l'hôpital, c'est pas du tout ça. D'un patient à l'autre, ça dépend. Un médecin va te dire, tiens, pour tel patient et tel type de maladie, je veux voir les données, les protéines ABCD, puis l'autre va dire, non, c'est CDE pour des raisons, etc. Donc les données hospitalières, elles sont très différentes. Elles sont beaucoup moins propres, en tout cas, elles sont beaucoup moins faites pour la recherche que les données de cohorte, et ces données, 2 données différentes. Or, aujourd'hui, si on regarde le règlement européen des données de santé, il s'occupe principalement des données hospitalières, des données des entrepôts de données de santé. Il s'occupe très très peu, il s'intéresse très très peu aux données des cohortes. Et ça pose des problèmes. Alors typiquement, on vient d'en parler, ça pose des problèmes sur le prix que les gens doivent payer pour avoir accès aux données. Le règlement européen, il dit pour l'instant, lorsque vous évaluez la redevance, c'est-à-dire le prix de vos données, vous ne devez pas prendre en compte le prix qui a été utilisé pour fabriquer les données, pour produire les données, parce que comme c'est de la réutilisation secondaire, ça a déjà été payé d'une certaine façon. Effectivement, à l'hôpital, la sécurité sociale a déjà payé ce prix-là. Ça, c'est vrai pour les données hospitalières, c'est pas vrai du tout, comme il vient d'être dit, pour les données des cohortes. Donc, il faut arriver à trouver des moyens à ce que la redevance qui va être payée pour les cohortes puisse aussi payer ce type prendre en compte ce coût-là, qui est énorme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on vient de le dire aussi, c'est des problématiques de période de publication des données. Bien sûr, on veut tous ouvrir les données, et tout le monde veut ouvrir les données. Maintenant, lorsque vous avez une petite cohorte, ou même une grosse cohorte d'ailleurs, et que vous mettez les données en accès libre, il faut que, bien entendu, qui est-ce qui fait ça? C'est des chercheurs qui font ça et des chercheuses qui font ça. Il faut que vous puissiez avoir le temps de publier un article sur votre donnée avant que les données soient accessibles. Sinon, plus personne ne va vouloir faire de cohorte. Si vous ouvriez votre donnée et qu'immédiatement, il y a 30 équipes du monde entier qui peuvent publier des articles sur vos données avant que vous ayez eu le temps de le faire, ça ne marche pas. Donc, il faut et pour l'instant, le règlement
européen des données de santé n'est pas très clair sur ces histoires de nécessité de délai entre la publication et la production des données. Bien sûr, ce qui est fabuleux, ce qui serait génial, c'est de mettre ces deux types de données ensemble. Et on pourrait très bien dire, ces données hospitalières, effectivement, elles sont énormes, mais elles ne sont pas très, très propres. Mais souvent, c'est les mêmes patients. C'est-à-dire que les patients qui se retrouvent dans une cohorte d'infarctus du myocarde, ils sont aussi allés à l'hôpital. Donc, ils sont aussi dans les données hospitalières. Et donc, on pourrait apparier ces données de cohorte avec ces données d'entrepôt de données de santé pour les renforcer. On ne le fait pas pour l'instant, on le fait très peu. Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que jusqu'il y a 1 an ou 2, les deux mondes ne voulaient pas trop le faire. C'est le monde des cohortes n'avait pas très envie de s'apparier avec le monde des entrepôts de données de santé et inversement. Ça change énormément maintenant. Hein. Récemment, les cohortes et les entrepôts de données de santé ont fait un pas l'un vers l'autre et ils ont envie de renforcer leurs données les uns avec les autres. Pour l'instant, ça ne se fait pas beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque, la volonté est là, hein, mais il nous manque des problèmes techniques. D'abord, il nous manque un petit peu d'argent pour avoir des infrastructures informatiques qui permettent de le faire. Ça, c'est une première chose. Et puis, il nous manque des détails un petit peu. Il faut que chacun commence accepte de ne pas avoir tout le temps la main sur ces données. Typiquement, pour accéder à une donnée de cohorte ou pour accéder à une donnée d'un entrepôt de données de santé, il faut déposer un projet, une autorisation devant le comité scientifique et éthique de la cohorte ou de la donnée de santé. Si moi, en tant qu'utilisateur, je veux apparier 3 entrepôts de données de santé et une cohorte, ça fait 3 ou 4 comités scientifiques et ethniques à faire. Je ne veux pas faire 4 demandes différentes avec 4 dossiers différents et 4 fois 20 pages différentes de données. Donc il faut que, quelque part, il y a un principe de subsidiarité qui s'applique, c'est-à-dire qu'il faut que, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a une espèce de comité qui se substitue au comité scientifique et éthique des cohortes et des entrepôts de données de santé. Et ça, c'est un problème qui n'arrive pas encore tout à fait à être réglé, mais qu'on va devoir régler dans les années qui arrivent. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais encore une fois, hein, je crois que cette richesse qu'on a d'avoir des données pour la recherche, c'est-à-dire des données de cohorte en France, c'est une chance absolue pour notre pays, mais il faudrait s'assurer que la transposition du règlement européen des données de santé à la réglementation française arrive bien à prendre en compte ces spécificités. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions, juste alors, en tant qu'ex-délégué à la protection des données, donc le data linkage, oui, c'est super important et ça demande des environnements extrêmement fermés hein, pour pouvoir les opérer, parce qu'on doit se servir d'identifiants directs, etc. Donc c'est tout un champ de problématiques qu'on doit anticiper beaucoup, ce qui n'est pas forcément évident. Je rebondis par rapport à ce que tu disais sur les données hospitalières. Alors oui, le règlement, il axe beaucoup sur les données de soins. En fait, parce que les chapitres 1, 2, 3, finalement, ils sont sur l'usage primaire des données de santé. Donc le 4, lui, c'est l'usage secondaire. Et là, on rajoute d'autres couches de données possibles, mais quand on a lu tout le reste du règlement, le règlement, c'est un texte européen, hein, c'est un petit peu dodu, ça fait 100 pages. Donc oui, on peut avoir un peu la crainte que ça soit noyé dans la masse. Donc là, oui, il faut être particulièrement vigilant par rapport à tous ces types de données, toutes ces utilisations possibles et tous les garde-fous à mettre en place, parce que là, on parle de données massives, au sens où il y a aussi énormément de personnes qui sont derrière. Voilà, donc alors, bon, je pense qu'on peut passer aux questions avec notre auditoire. Si certains ont des éléments à ajouter, des critiques à émettre ou des questions à poser. Ne soyez pas timide, comme on dit. Tiens, là-bas, il y a une question là-bas. Ouais, je voulais juste, parce que je fais ça avec mes étudiants, qui a activé mon espace santé? Tout le monde ici? Ah non, pas forcément. Hein. Ah non. Non, mais c'est pas, y a pas, je dirais rien. Hein? On balance pas. Ok. Donc, Eh ben, je suis 50-50, je dirais.
De ce que j'ai... Ah, t'as vu plus, toi? Moi, j'ai vu moins, mais J'avais l'impression Bon, que c'était allez. un peu moins aussi. Ouais. Je veux pas fâcher. Hein? Ah bah, c'est pour vous. Après, je pense que l'enjeu, c'est pas le sujet, mais c'est comme on va aller à l'espace européen European Data Space, le My Health at machin que tu as présenté, ça va être le portail qui va permettre d'unifier tous les espaces santé de chacun des pays membres. Donc il y a un enjeu, on est tous concernés par cet enjeu d'ouverture de données à des fins de recherche, parce que moi c'est ce qui me préoccupe le plus, mais et même pour l'usage primaire, pour le soin, oui, je pense que oui, en ce qui vous concerne, après c'est une affaire personnelle. Mais discutez-en avec votre praticien ou praticienne. Je ne peux pas me substituer. Oui, Donc, on avait une question. oui, c'est plutôt un sentiment que j'ai vu. Par exemple, je vois deux cas des figures. Une, par exemple, c'est les UK Biobank, dans lesquels on a un accès direct aux données. On peut faire de la recherche vraiment très facilement. Et bon, on a les problèmes que c'est Amazon, c'est-à-dire tout est payant, on utilise les données sans pseudonymité, donc normalement, bon, on peut pas trouver la personne. Mais quand même, c'est vraiment très pratique. Et en même temps, par exemple, on a les côtés des différents dépôts qui sont un peu partout, dans lesquels on n'arrive pas à avoir ces données. La plupart de ces données, pas toutes, mais beaucoup restent perdus. Ils se font parfois hacker. Et donc, on n'arrive pas à avoir cette visibilité des données. Par exemple, même cette initiative de CEA que je trouve très intéressante, au CEA, vous savez, par exemple, les données cerveau, les données des génomes, les données... Et donc, on ne peut pas communiquer les uns avec les autres très facilement. Donc, pour faire une recherche beaucoup plus adaptée comme celle qu'on peut faire avec UK Biobank, ou on peut faire en Finlande également, ou en Estonie. Je veux dire, la France, il a je pense, une démarche à faire. Donc, je voudrais savoir votre sentiment par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une solution? Il va y avoir peut-être un portail qui pourra faire parler les différents entrepôts. Je ne sais pas. C'est une open question. Alors, d'abord, il faut peut-être arrêter le fantasme sur UK Biobank, parce que je ne crois pas du tout que ce soit facile d'avoir accès à ces données. Il y a encore quelques années, UK Biobank a distribué dans le monde entier des bases de données qui sont des bases pseudonymisées avec aucun respect du RGPD, que c'est une base qui a été déjà hackée, que c'est une base qui a été déjà transférée à des assurances. Vous avez qu'à lire les choses sur le Guardian, tout ça. Il n'y a pas encore longtemps, elle a été hackée par des suprématismes blancs qui voulaient montrer qu'il y avait des avantages génétiques à faire des études, si on voulait faire des études. Enfin bon, premièrement. Deuxièmement, maintenant, UK Biobank, il faut y avoir accès par un portail. C'est payant, comme vous l'avez dit. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup plus facile. En tous les cas, ce n'est pas un modèle. Personnellement, en tant que responsable d'une cohorte nationale, je n'ai pas vraiment du tout envie d'appliquer un tel modèle. Je crois vraiment aux droits des volontaires. Je crois vraiment à la protection des données. Et donc, ce n'est pas un modèle qui m'attire vraiment. Bon, je confirme ce que dit Marie, et ce qui fait que le modèle de UK Biobank a changé. Parce que maintenant, tu ne télécharges plus, tu te connectes, tu signes un agreement, et ça repose. Alors, ça repose pas sur AWS. Il y a une couche d'une société qui s'appelle DNA Nuxus qui, elle-même, repose sur AWS. Donc, il y a plusieurs couches et on ne sait plus très bien à qui on parle finalement. Donc, le retour d'expérience qu'on a, nous, il est double. À une époque, on pouvait télécharger, effectivement, c'était open bar, et maintenant, c'est différent, et ce qui oblige à changer les politiques, et qui peut-être aussi nous oblige à nous positionner. Et quand tu dis tout est en silo chez nous, alors là c'est pareil, je vais mettre un bémol, enfin, parce que c'est pas la réalité. C'est quand on monte des projets, la neuro pour la neuro, enfin là il faudrait laisser parler les neuroscientifiques qui sont mieux placés que moi, mais ce qu'ils me disent, c'est que tu peux travailler sur la neuroanatomie, essayer de valider certaines hypothèses sur le développement du cerveau, mais c'est super, c'est encore beaucoup plus puissant si tu peux t'appuyer sur des données de polymorphisme génétique qui permettent d'étayer et de faire ce qu'on appelle de la stratification en sous-population. Bon, donc voilà, il y a quand même des enjeux, et on le fait puisque c'est dès la conception du projet, dans le PEPR Proxy, il y a des données de neuroimagerie, il y a des données de génétique, il y a des données de protéomique, donc voilà un petit peu là où vont les scientifiques. Voilà, c'est quand même des projets qui sont bien pensés en amont quand même. Donc voilà, ça c'était juste pour remettre un peu
les choses en place. Voilà. Oui, non, juste, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Les entrepôts qu'on est en train de mettre en place, ils sont multimodaux, par définition, hein. Donc, quand on est en train de mettre en place un entrepôt pour les projets de neuro, donc il y a bien sûr de l'imagerie, mais il y a aussi de la génétique, il y a aussi de la transcriptomique, etc. Donc, ces silos-là, ils ne sont pas aussi importants, ils ne sont pas si marqués que ça. Par contre, il y a effectivement des spécificités, c'est-à-dire que quand on fait de la neuro, on fait principalement quand même en soins, on fait de l'imagerie. C'est dur de faire de la neuro ou alors c'est de la psy, mais de la neuro sans IRM par exemple, ou sans CT scan, c'est difficile. Et donc vous devez avoir une infra une infra informatique sur laquelle il y a pas mal de ressources pour l'imagerie. Et donc il y a quand même des spécificités, c'est pour ça qu'on essaie de raisonner en termes de grandes pathologies, pour essayer de respecter les données qui sont dominantes dans ces pathologies-là. Mais bien sûr, en ce moment, on aura toujours de la transcripto single cell. Par exemple, tout le monde fait de la transcripto single cell partout. Mais il y a quand même des spécificités, c'est pour ça qu'on fait un peu des données, des entrepôts qui sont thématiques en fait. Et si je peux rajouter quelque chose, tout ça a un coût. Et qui paye? Est-ce que c'est aux cohortes de financer ce coût quand on veut rassembler toutes les données? Ou est-ce que c'est au chercheur, quand il veut avoir accès à ces données, qui doit payer? Moi, je pense que ce n'est pas au chercheur. Mais donc, c'est qui doit payer ça? Oui, Ah, là, je suis là, il y d'accord a de avec la vous, c'est veille. pas aux chercheurs de payer pour accéder aux données. Sinon, à quoi ça sert de faire ce partage de données? Que ce soit, évidemment, peut-être en médical, c'est un peu particulier, mais dans tout type de données. Par contre, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur l'ouverture du compte Amélie. C'est ça, vous voulez parler? Vous parlez? Non, 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 l'intervenant d'avant. Je Moi viens d'ouvrir mon compte Amélie, puisque en basculement de la MGEN et du système, et dans l'ouverture de ce compte, on me demande si je veux partager mes données médicales. Et ces données médicales, Oui. elles vont aller où? Elles vont être traitées par qui? C'est-à-dire que là, il y a mon nom, mon numéro de sécu, il y a toutes les informations, plus les données médicales. Qui va être garant de la probité de l'utilisation de ces données? Vous voulez dire dans mon espace santé? Oui. Ça, je laisse le Et je viens de le faire, je l'ai fait. le ministère de la Santé Je répondre. l'ai fait Non, mais vendredi. Ça peut pas être le plus récent. Pas Alors, ça peut pas être plus oui, update, je dirais. Donc là, je suis un peu inquiet, effectivement. oui, bah, il y a eu tout un tas de, il y a eu tout un tas comment on pourrait dire, de débats sur l'hébergement des données de santé, hein, notamment avec la crise Covid. Ça a mis en avant l'exemple du Health Data Hub, où il y avait eu le choix de Microsoft d'héberger les données de santé, au moins du SNDS dedans, hein. Le SNDS, c'est quand même 70 millions de personnes. C'est pas rien. Et donc, suite à ces... vous savez, il y a eu, alors pour entrer dans le réglementaire, il y a eu l'invalidation du Privacy Shield outre-Atlantique, qui fait que le transfert de données outre-Atlantique, c'était pas si simple que ça. Donc, avec plusieurs annonces de ministres qui disaient oui, les données, on va les rapatrier en Europe. Donc là-dessus, visiblement, la migration, elle est un peu compliquée. Mais le discours actuel, la démarche actuelle, c'est de se diriger vers ce qu'on appelle des hébergements et des traitements souverains. C'est-à-dire vraiment pas quelque chose avec un accès extraterritorial possible, mais quelque chose sur le territoire de l'Union, sans accès, mais sur le territoire de l'Union au sens propre. C'est-à-dire, c'est pas non plus, vous connaissez le Cloud Act américain. Si vous êtes une entreprise américaine, vous êtes installé sur le territoire français, ça n'empêchera pas les États-Unis de pouvoir aller regarder vos données. Donc non, il faut trouver un clouder européen si vous voulez passer par le cloud. Donc oui, on a tout un tas de problématiques là-dessus pour trouver quelque chose qui puisse avoir la capacité de traitement de toutes ces données. Alors, ça existe, hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors que là, il y a eu des choix malheureux par le passé. On espère quand même qu'on va réussir à passer outre, notamment pour l'accès aux données enfin, pas passer outre, mais passer par-dessus et trouver enfin une solution qui satisfasse tout le monde pour pouvoir traiter ce genre de données et l'héberger. Parce que, évidemment, tout citoyen, il n'a pas envie que ça soit partagé n'importe comment, d'autant plus dans le contexte géopolitique actuel. Je crois qu'on en a pas mal déjà parlé en début de session cet après-midi.
vu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, comprend qu'on n'ait pas tellement confiance dans les grands acteurs américains sur l'hébergement de données de santé. Après, moi, je ne peux pas tout dire non plus, parce que comme je travaillais il y a encore peu de temps pour un hébergeur souverain à tout point de vue, qui se positionne aussi sur des données de santé, qui est une solution existante, mais je ne peux pas faire de publicité pour celui-là, qui a fait, qui a fait une présentation tout à l'heure. Voilà, disons que tout est sur la table et qu'on a vraiment, là, on n'est plus dans une optique où on cherche avant tout l'efficacité au sens il nous faut une énorme puissance de calcul tout de suite maintenant avec un hébergement en dizaines de pétaoctets, mais déjà quelque chose qui satisfasse le monde de la recherche et de l'évaluation et qui permette au moins que les personnes, les citoyens soient rassurés par rapport à la destination de leurs données, quoi. Donc vraiment ces aspects bulles sécurisés, vraiment sécurisés, y compris d'un point de vue réglementaire, pas que technique. Actuellement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui tourne. C'est-à-dire, ça n'existe pas. C'est-à-dire, alors, non, sur mon espace santé, alors je ne connais pas la solution d'hébergement, mais Bise, sur le site, vous avez bien vu, c'est un hébergement souverain. Donc, normalement, ce n'est pas censé être ni Microsoft, ni AWS, ni Google. Maintenant, je ne connais pas l'hébergeur. Pour le Health Data Hub, vu qu'on en parlait tout à l'heure, ils ont quelques données, mais ils n'en ont pas énormément, quoi, en fait. C'est-à-dire ils ont quelques projets ouverts avec des données qui appartiennent plutôt à ceux qui travaillent dessus, mais ça s'arrête là, quoi. Pardon, on a dépassé là, hein, c'est ça. Oui, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce type de remarque. Vous voyez, on a vraiment des choses qui illustrent très bien ce que c'est que les données de santé. On a d'un côté le collègue qui nous dit moi je suis chercheur et j'en ai marre parce que j'arrive pas à avoir assez d'accès aux données de santé. Et d'autre côté, vous qui dites ah, moi j'en ai marre, je veux que mes données soient plus sécurisées. Et en fait, c'est bien tout le problème. Hein, c'est soit les données, il faut arriver à partager les données tout en les sécurisant. Et c'est ça qui est difficile. Avec l'accord des volontaires, effectivement, ça vient à ça. Et quand on a des recherches, effectivement, il y a toujours un droit d'opposition. Et nous, on travaille effectivement avec l'association des volontaires. L'association des volontaires qui a refusé absolument que les données de Constance aillent sur le cloud Azure du HDH. Il y avait une question tout à l'heure. L'association, elle s'est mise avec d'autres associations pour remonter au Conseil d'État pour que, effectivement, les données de santé ne soient pas sur un cloud Azure. Donc tout ça, c'est compliqué. Merci beaucoup pour les échanges. J'ai l'impression que le problème, là, il est en termes de confiance, et peut-être qu'il y a un problème de communication aussi, parce que, comme vous le dites, tous les projets ne gèrent pas les données de la même manière, et du point de vue du grand public, c'est pas lisible. On a déjà vu le problème durant la pandémie. Là, récemment, on demandait est-ce que vous avez ouvert votre espace santé? Moi, j'ai un retour. Ouais, mon professionnel de santé m'a recommandé de ne pas l'ouvrir. Parce qu'en fait, il avait constaté que ses confrères et ses consoeurs pouvaient avoir accès à leurs propres données de santé, enfin, plutôt aux données de santé de mon professionnel de santé, parce que par défaut, ils considéraient qu'on leur donnait consentement à partir du moment où on venait les voir. Donc, ça soulève, c'est-à-dire, en gros, mon médecin a constaté qu'en allant voir son propre médecin, ses données de santé étaient accessibles parce que par défaut, son médecin considérait qu'il avait donné son consentement. Donc en gros, il y a peut-être un problème d'éducation au numérique et au consentement, et du coup, il y a peut-être un problème de confiance de ce fait-là. Il y a un autre problème qui est, on avait eu, c'était dans Cache Investigation, il y avait eu les pharmacies qui avaient oublié de demander le consentement de leur patientèle. Donc tout ça, ça ne donne pas confiance au grand public. Même du point de vue des chercheurs et des chercheuses, on voit dans les réunions entre les assos de consommateurs et les professionnels, on voit qu'on a tendance, nous, en tant que chercheurs ou chercheuses, à souhaiter accéder aux données, comme vous le disiez, et aussi derrière
à pouvoir contribuer à des études internationales où sont les États-Unis, entre autres, et donc avoir le courage de s'y opposer, c'est pas toujours simple. Et derrière, il y a au niveau politique, on parlait tout à l'heure de l'hébergeur pour le système national de données de santé. On a des politiques qui ont monté un cahier des charges qui faisait qu'on ne pouvait avoir qu'un seul prestataire qui pouvait répondre. On l'a cité tout à l'heure. Ça pose aussi là un autre problème qui est le problème de confiance dans les politiques. Et donc tout ça, ça fait que les gens ils se posent la question en cas de piratage, parce qu'on parle beaucoup de piratage, et la question à Paris-Saclay, on l'a vu, on le voit à d'autres endroits. La question, c'est pas est-ce qu'on va se faire pirater, mais quand. Donc la question, c'est s'il y a un piratage, ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment on fait pour le gérer? Il y a tellement de sujets que vous avez exposés à juste titre. C'est plus des sujets de société, vous êtes d'accord? Il y a un enjeu d'acculturation, il y a un enjeu d'éducation au parcours de soins, comme tu l'as dit. Il y a un enjeu de formation. Je donne des cours dans un master de santé numérique et quand je pose la même question aux étudiants, je dis est-ce que vous avez activé mon espace machin? Il y a Amélie. Est-ce que c'était Doctolib plutôt que mon espace santé, par exemple, que vous avez? Je sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Donc, je dis pas faut le faire. Je suis pas en train de faire du prosélytisme. Je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter dans le cabinet du médecin ou avec votre pharmacien. Et le mieux on est informé, le mieux c'est. Après, moi, ce que je constate aussi, c'est en tout cas pour mes étudiants, j'ai vous acceptez plein de clauses de confidentialité, de cookies, de machin. Quand vous allez sur TikTok, vous signez tout aveuglément, sans même lire les conditions générales d'utilisation. Vous êtes captif. Vous êtes vous-même mis pieds et poings liés. Ah bon? Vous voyez, ils ont pas forcément été voir ce que ça voulait dire derrière. Vous donnez vos données à Facebook qui va pouvoir les revendre parce que comme une donnée, vos données sociales, de comportement, d'habitude, de like, etc., deviennent des données commerciales, comme on vend des boulons, des choses comme ça. Pour eux, il n'y a pas de scrupule là-dessus. Voilà, on n'est pas dans un monde de philanthrope. Donc voilà, je pense que vous posez beaucoup de questions. Moi, je ne peux pas y répondre comme ça parce que c'est du débat de société et je pense que là, il y a des vrais enjeux de communication. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison d'un point de vue du politique, de celui qui orchestre ça. Il y a aussi tout un travail j'aime pas le terme communication, d'information, d'acculturation. On dit les choses franchement, on va pas se mettre sur. Je n'ai pas d'autres points. Je crois aussi que le monde a changé. Lorsqu'on parlait de la plateforme des données de santé et de son hébergement sur Amazon, c'était aussi une époque où on a tous collectivement, nous, organismes nationaux de recherche, dit il faut surtout pas faire ça. À l'époque, les responsables ne nous ont pas entendus parce que c'était pas dans leur culture. Maintenant, on est à une époque où, avec ce qui se passe aux USA, etc., le problème est vraiment là. Et je pense que ce type de choses ne passerait plus maintenant. Par contre, est-ce qu'effectivement, un effort d'information, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a probablement une problématique d'information sur, comme vous dites, si je clique sur mes données, que je les communique, il faut qu'on me dise explicitement où elles vont, sur quel hébergeur, etc. C'est quelque chose qui manque peut-être actuellement. Alors, pour cet aspect juste d'information, il faut savoir si dans le règlement, dans l'émission de l'ORAD, il y a une sorte de portail de transparence où ils doivent recenser publiquement toutes les demandes d'accès aux données de santé et tous les projets autorisés à travailler sur les données de santé. Voilà, bon, c'est une information générale, il faut le savoir, hein, mais disons que l'information est publique. Une très rapide question. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Donc, Camélia Douche du CASD. Moi, j'avais une question à vous poser, c'est où vous placez la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, dans ce paysage, en fait, puisqu'aujourd'hui, c'est la CNIL qui régule, qui nous protège, enfin, en tout cas, qui suit les règles, qui vérifie que les règles sont suivies. Comment vous la placez dans ce paysage? Actuellement, la CNIL, je ne dis pas que ça sera la solution retenue, hein, ça j'en sais rien. Hein. Mais actuellement, la CNIL, c'était le deuxième ORAD. Dans le schéma que j'ai montré, c'est l'ORAD qui autorise l'accès aux données, enfin, qui donne l'autorisation finale. Et enfin, même s'il y a une instruction préalable par le premier ORAD via le CESRES ou le Comité de protection des personnes, le CPP. Et ensuite, c'est elle aussi qui a un pouvoir de contrôle et sanction. Derrière, parce que ça fait aussi partie des pouvoirs de l'ORAD, enfin des missions de l'ORAD même, de contrôler et sanctionner les mésusages vis-à-vis des données de santé. Ouais, moi, je voulais prolonger, c'est la question que je voulais attaquer tout à l'heure, justement, quand vous parlez de l'ORAD. Dans toutes ces missions, quand on l'a lu, plusieurs collègues ont partagé le truc, on dit, mais c'est à la fois ce qui est listé, c'est à la fois les missions du CESRES actuellement,
les missions de la CNIL pour la partie sanctions, surveille, etc., régulateur, et aussi les missions de la PDS. Oui. Donc ça fait quand même 3 organismes pour un. Comment vous allez fusionner tout ça avec des statuts administratifs complètement différents, parce que la Alors, PDS c'est un GIP, par exemple. Il faudrait que ce soit oui. une agence d'État Alors, gouvernementale. toutes les questions, effectivement, tu es encore sur la table. T'as vu, hein. Alors, on Non, se, mais on moi, se je- dirige c'est pas naïf, hein. en France, de l'état actuel des débats, on ne se dirige pas vers un ORAD unique. Hein, déjà, bon, je pense que avoir la personne morale qui à la fois autorise l'accès aux données et qui en plus les détient, et qui a un pouvoir de sanction, je pense que c'est un peu dangereux. C'est pas moi le politique, c'est pas moi le décideur, hein, au final, mais dans les réflexions actuelles, on se dirige à 2 voire 3 ORAD au final, quoi. Voilà, ça c'est l'état actuel. Donc, si on fait les parallèles avec ce qui existe actuellement, c'est en théorie la plateforme des données de santé qui doit fournir des données. Il y a le secrétariat général du CESRES également, et la CNIL qui autorise et qui a un pouvoir de sanction, qui est régulateur, voilà, l'autorité de contrôle, comme on dit en... Oui, la CNIL, bien sûr, n'est pas copérimètre santé, mais je veux dire, elle pourrait avoir cette mission ORAD spécifique. Après, on n'est pas obligé d'avoir un ORAD qui fait que finalement que la santé. Ça peut être une partie d'un organisme qui a la mission ORAD dans un département. Hein. Non, mais peut-être pour rassurer tout le monde, tout ça n'est pas remis en cause. Ce serait ce CNIL, les méthodologies de référence, pour le moment, on ne va pas réinventer la roue. Et je pense qu'il est assez accepté que voilà. Après ça, où sera la CNIL, dans quel ORAD, un ORAD avec la PDS, un ORAD, j'en sais rien, peut-être dans le même. Pour le moment, c'est sans doute pas décidé. Mais on est d'accord que pour le moment, on ne va pas rechambouler tout ça, une nouvelle CNIL, un nouveau CESRES, tout ça. A Non, priori, on absolument va, pas. on va s'appuyer sur les structures existantes pour pouvoir donner accès aux données, pour les méthodologies de référence devraient continuer d'exister, etc. Et même s'élargir. Enfin bon. Oui, ce système n'est pas du tout remis en cause, et par rapport à l'existant également, tout ce qui avait été, entre guillemets, signé auparavant dans le règlement, il y a indiqué que ça peut continuer. C'est-à-dire les recherches en cours qui sont passées par d'autres circuits, circuits contractuels, etc. Ça, c'est bon, il y a une certaine pérennité. Et puis en plus, déjà, les échéances, c'est 2027, 2029, 2031. Je doute qu'en 2031, on est complètement abouti. Donc, c'est sur le temps long, hein, la mise en place de ce règlement. Hein. Vous avez vu déjà, le RGPD, qui partait quand même d'un existant, hein, déjà. La loi française, elle avait une quarantaine d'années. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est en place, le RGPD. Il y a encore une acculturation à faire, même si de plus en plus elle est faite. Mais tout le monde n'est pas encore au niveau sur ce règlement-là. Justement, est-ce qu'on ne peut pas dire, vous avez vu que je peux être un petit peu critique, mais justement, comme il y a du temps un tout petit peu long, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment que nos institutions réfléchissent à ce qu'elles souhaitent ou à ce qu'elles ne souhaitent pas? Parce que je pense qu'il y a peut-être encore du travail auprès du ministère de la Santé qui s'occupe du règlement européen des données de santé, pour peut-être essayer aussi de faire comprendre certains enjeux pour la recherche, pour des chercheurs, pour les partenariats privés, etc., etc. Alors, je dirais bien que tu prêches un convaincu. Maintenant, c'est à moi de convaincre les autres qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit. Mais je ne suis pas seul. Hein, mais voilà, après, il y a tous les avis dans la nature ministérielle. Voilà, donc je pense que là, on arrive au bout. À mon avis, on va se faire mettre dehors, Manu Militari. Bon, ben, merci à tous les trois hein, pour ce débat riche, j'ai trouvé. Et merci à tous et à toutes.